Comment savoir si l'on brime les droits d'auteur? Qu'est-ce qui constitue une propriété intellectuelle et dans quel format est-elle valide? Quelles sont les limites entre la citation ou le collage d'œuvres originales protégées? La violation d'un droit d'auteur est-elle une activité couramment pratiquée dans l'inconnu de la masse? Ce sont toutes des questions qui font partie de l'interrogation générale au sujet de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Avec les nouveaux moyens de diffusion et de partage sur le numérique, ces lois pour la protection et la diversification du contenu est de retour sous la loupe. Un cas de violation de droits d'auteur de grande notoriété en Grande-Bretagne est celui des Stones contre The Verve. Le groupe The Verve ont sorti en 1997 la chanson Bittersweet Symphony, qui a connu un succès fulgurant en devenant la plus populaire de l'année selon des magazines britanniques. Cependant, le single comporte la séquence d'ouverture d'une autre chanson, soit The Last Time du groupe The Rolling Stones. Il s'agit d'un arrangement symphonique de 6 temps fait par un orchestre invité par le groupe iconique. Le gestionnaire des Stones, durant la période de 1963 à 1967, Andrew Loog Oldham, est l'auteur de la poursuite judiciaire qui a exclu tout profit et droit sur la chanson Bittersweet Symphony du groupe The Verve. Le jeune groupe britannique avait demandé de faire l'acquisition de l'extrait aux Stones, mais en oubliant de demander à leur ancien gérant, Andrew, qui avait des droits sur la chanson. En plus de perdre les droits de l'œuvre, The Verve ont dû ajouter les noms de Mick Jagger et Keith Richards au générique du clip vidéo. Ce cas publicisé de la fin du 20e siècle a connu une fin heureuse pour la première fois en avril 2019, alors que Jagger et Richards ont officiellement retiré leurs droits sur la chanson et ont permis la collecte des profits au chanteur et auteur de la chanson, Richard Ashcroft. Ce cas soulève plusieurs enjeux sur la gestion du droit d'auteur dans le domaine créatif. Cette situation démontre l'importance de connaître tous les acteurs ayant des droits sur une œuvre. D'autre part, cette poursuite interroge jusqu'à quelle extension un individu du cercle de gestion a des droits sur une œuvre. De plus, en cas de litige, combien de temps est-ce qu'un individu doit être puni pour une simple erreur humaine? Un deuxième cas marquant de l'histoire du droit d'auteur de la chanson est celui de John Fogerty, en 1988. Il s'agit de l'un des rares cas où un individu est poursuivi pour s'être copié lui-même lors de la sortie d'une nouvelle chanson en solo. En quelques détails, l'ex-chanteur du groupe Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, est sorti vainqueur d'une poursuite le mettant en opposition contre son ancien groupe où il avait lui-même écrit la chanson dite « Source » lors du verdict de plagiat sur sa nouvelle chanson « The Old Man Down the Road ». Cette situation avait illustré une faille dans le code juridique américain concernant les droits d'auteur car c'était une première dans le domaine. Les exemples précédents sont de haute notoriété dans l'industrie de la musique. Cependant, avec les nouvelles plateformes de partage de contenu, une autre industrie connaît beaucoup de cas exploitant les zones grises du copyright et c'est celui du divertissement par vidéo sur YouTube. Un cas populaire de la dernière décennie est celui des Fine Brothers avec leur initiative React World et la tentative de marque de commerce sur le mot React. La chaîne Fine Brothers Entertainment est connue pour ses vidéos de type React où des individus de groupes sociaux distincts réagissent à des extraits de vidéos virales. Leur projet était de créer une marque de commerce sur le type de vidéo pour ensuite créer une banque de vidéos sous la bannière de React World. Bien que la loi leur a permis de progresser vers leur but, les commentaires négatifs de la part des autres YouTubers et de leurs followers étaient trop massifs, ce qui a terminé le projet pour les deux frères. Cet exemple est parmi plusieurs autres où les nuances de la propriété intellectuelle, selon la loi, peuvent être manipulées par des acteurs mal intentionnés pour monétiser une fonction de la loi. Pour bien saisir ces enjeux, il est primordial de comprendre les éléments qui constituent le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Le copyright, un anglicisme pour le terme droit d'auteur, est une application de la loi sur des œuvres de création originale d'auteur pour signaler l'existence de ces droits, et donc l'œuvre devient une propriété intellectuelle. Selon le portail du droit, le terme copyright peut donc parfois servir à désigner dans la langue courante la protection offerte par le droit d'auteur. Tout auteur peut décider d'en apposer le signe ou le terme comme bon lui semble, ou même de ne pas l'apposer, sans que sa protection juridique ne s'en trouve impactée. Introduit en 1790, le but du copyright était d'encourager la publication de la diversité des travaux écrits. Sa méthode consistait à ce que les auteurs donnent leur permission aux éditeurs de réimprimer leurs travaux récents, selon Richard Stallman. Les liens entre le droit de la propriété intellectuelle et le copyright sont introduits par la Constitution américaine
comme une forme de contrat social entre les différents acteurs et leur public, ainsi qu'entre l'inventeur et la société. Selon Haris Papatheodoulou, le fondement de la propriété n'est plus désormais le seul travail des mains, mais l'activité intellectuelle et le bien commun dont il faut définir les règles d'appropriation qui ne renvoient plus seuls aux biens matériels, soit la terre, les outils de production, etc., à la connaissance. En d'autres mots, la protection fournie par la loi peut autant s'appliquer sur des objets matériels qu'immatériels. C'est pourquoi le support numérique des œuvres protégées cause une remise en contexte de ces applications due à la reproductibilité extensive et simpliste de toute œuvre dans la sphère numérique. Comme nous l'avons présenté dans les parties précédentes, le concept de copyright comporte une multitude de points entremêlés qui rendent difficile l'analyse de certains cas. Après de nombreuses révisions, la loi sur les droits d'auteur continue à faire parler d'elle, surtout qu'avec les nouvelles technologies de consommation et de création de contenu, le concept de propriété intellectuelle continue sans cesse de se renouveler. La dernière modification majeure sur la loi sur le droit d'auteur était en 2012. À cette modification amenait entre autres le concept d'utilisation équitable. Cette modification inclut la satire, la parodie, la critique et la recherche entre autres. Pour différencier l'utilisation équitable de la frauduleuse, la loi sur le droit d'auteur laisse sous-entendre que l'utilisation d'une œuvre peut être permise si la partie de l'œuvre utilisée est considérée comme importante. Cependant, aucun article de la loi vient décrire la notion de partie importante. Il faut donc que ce soit les tribunaux qui établissent la distinction ou bien sûr le détenteur du droit d'auteur qui décide d'effectuer des poursuites après avoir fait son propre sur la transgression éventuelle. Qu'en est-il des vidéos de réaction sur YouTube? Est-ce qu'un YouTuber peut se filmer en train d'être en extase devant sa vidéo favorite? Selon YouTube et le droit d'auteur, oui, parce que ça rentre dans la catégorie critique. Le problème, c'est que l'algorithme de YouTube peut difficilement faire la différence entre une critique constructive et un vidéaste qui ne fait que regarder la vidéo sans y apporter quelconque analyse. Dans ce dernier cas, YouTube peut au maximum démonétiser une vidéo sur sa plateforme, mais rend difficile la poursuite étant donné la protection floue de la LDA sur le contenu recyclé. Dans les dernières années, nous avons assisté à plusieurs reprises qu'un artiste qui décède, et des mois plus tard, il sort un album. Eh bien, selon la LDA, les œuvres qui n'ont pas été publiées demeurent la propriété du titulaire originel, dans ce cas-ci, le label, et la durée du droit d'auteur ne commence qu'au moment de la parution de l'œuvre. Il est donc avantageux pour les boîtes de disques d'échelonner la sortie de leur album sur une longue durée. Ils gardent ainsi les droits d'auteur plus longtemps. Un dernier point du droit d'auteur qui a été mis de l'avant dans la modification en 2012 est l'utilisation équitable en milieu scolaire. En effet, la loi permet entre autres une plus grande lassitude de l'utilisation d'œuvres pour l'éducation. Or, cela fait en sorte de diminuer de plus de 50% les revenus des droits pour les auteurs de livres. Une opportunité d'apprentissage pour les uns, mais une exploitation de la loi pour les autres. Difficile de faire le tri dans toute cette brochette de règles d'exception qu'est la loi sur les droits d'auteur. Pour terminer, la complexité derrière les notions du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle est tangible, que ce soit par les conflits à grande notoriété ou par le détournement de certaines fonctions de la loi, l'application des droits d'auteur est en constant changement. Le développement du numérique a propulsé le partage de contenu aux quatre coins du globe, mais a aussi complexifié le respect des droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur à cause de l'immatérialité de certains éléments se trouvant sur le net. En somme, certains flous dans la législation du droit d'auteur permettent la production d'œuvres post-mortem, l'utilisation de contenu original en vue de critique et l'augmentation du partage de contenu scolaire au détriment des auteurs. Il ne serait pas faux de dire que la notion de village global de Marshall McLuhan ne peut pas encore s'appliquer lorsque la propriété privée quadrille encore l'espace créatif du web. La monétisation de cet espace vaut-elle le déclin de la pratique créatrice collective?